L'un des rapports publiés aujourd'hui indiquait que les États-Unis avaient accru leurs activités aériennes près de la frontière iranienne, dans la partie sud. Comme vous le voyez ici, il est mentionné que 5 KC-135R opérant depuis Israël, ainsi qu'un AWACS E-3B, vous savez, ils l'appellent ainsi, et le numéro de queue est également indiqué, mais il est dit qu'ils ont décollé de la base aérienne Prince Sultan, en Arabie Saoudite, et qu'ils ont été détectés dans la région. La région, comme vous le voyez ici, en plein milieu du golfe Persique. Et la question serait celle que beaucoup de gens poseraient. Quelle est la mission? Quelle était la mission? Que voudraient-ils faire là-bas? Eh bien, ils feraient du ravitaillement en vol. Maintenant, qui ravitaille-t-il? Soit des avions de combat, soit peut-être davantage d'appareils de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, comme les AWACS. Mais, vous savez, pour l'instant, nous n'avons vu aucun signe indiquant qu'ils se préparent à attaquer. Mettre autant de KC-135 au-dessus du golfe Persique de cette manière, ils seraient vulnérables à des tirs et pourraient être abattus si l'Iran était prêt à le faire. Vous ne voyez aucun signe d'escalade de ce moment. Non, pas pour l'instant. Trump semble résigné à essayer d'exercer une pression économique. Nous venons de recevoir aujourd'hui un rapport indiquant qu'ils ont tenté de soudoyer l'un des membres des gardiens de la révolution iranienne. Donc Trump aurait apparemment... Laissez-moi vérifier. Je l'ai ici. Comment s'appelait-il? Ah bon. What was his name? Trying to find it. J'essaie de le retrouver, mais Trump aurait proposé, vous savez, $1 milliard ou plus, et le responsable iranien a refusé. Donc vous savez, je pense que si cette déclaration est vraie, voyons voir, d'accord. Oh, Vaidi. Okay. Oh, Vaidi. Vaidi, c'est quoi son prénom? C'est le général Vaidi. Oui, de Kamaré-Vaïthin. Il est le chef des gardiens de la révolution islamique. Oui, c'est ce que j'ai dit, le chef des gardiens de la révolution. Donc, selon certaines informations, les États-Unis ont essayé de le soudoyer. Et lui a simplement répondu, « Vraiment? Vraiment? Non, non. » Mais donc, si c'est vrai, c'est apparemment ce qui est raconté aux Pakistanais. Les États-Unis ont essayé de le soudoyer, et lui leur a simplement dit, vous savez, d'aller se faire voir. Donc, mais encore une fois, si c'est vrai, ça montre en quelque sorte le désespoir de Trump et de son équipe. Ils tentent n'importe quoi. Ils s'accrochent à n'importe quelle bouée de sauvetage qui flotte sur l'eau, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de couler. Qui a rapporté ça? Cela n'a pas été rendu public. Je sais que ça n'a pas encore été rendu public. Oui. C'est une information dont j'ai eu connaissance. Donc, on verra si elle est vraie ou non. L'Iran pourrait sortir et la démentir. Mais ça ressemble à quelque chose que les États-Unis feraient. Essayer de soudoyer Vaidi, comme ils pensent pouvoir le faire, comme ils l'ont fait au Venezuela. Oui, parce qu'au Venezuela, ils ont effectivement soudoyé et payé des gens pour qu'ils livrent Maduro. Mais encore une fois, je pense que cela reflète surtout un manque fondamental de compréhension de la part de Washington, de la nature même de l'Iran et des responsables iraniens. C'est la raison que je donne habituellement. Ils ne comprennent pas la culture. Ils ne comprennent pas les gens. Ils ne comprennent pas le pays. Oui, je pense que ce serait un exemple de plus.
Il y a eu des informations, peut-être des rumeurs. On disait que Donald Trump avait contacté les gardiens de la révolution iranienne par l'intermédiaire des Kurdes du Kurdistan irakien, parce qu'il voulait savoir s'il y avait une différence entre les gardiens de la révolution et les négociateurs. Oui, eh bien, apparemment, il traitait avec Nechirvan Barzani, pas Masrour Barzani, mais le président de la région kurde, Nechirvan Barzani. Apparemment, la partie américaine l'a approché et lui a demandé de transmettre ce message à Vaidi de la part de Trump. Et Vaidi a dit « Vous plaisantez, j'espère. C'est incroyable. Les États-Unis n'ont pas assez d'argent. Vous allez devoir vous endetter énormément. Vous savez, comme on en parlait aujourd'hui, la dette américaine a maintenant atteint 40 000 milliards de dollars. 40 000 milliards. C'est 3 000 milliards que Donald Trump a ajouté en 19 mois. That's 3 trillion that Donald Trump has added in 19 months. Si je ne me trompe pas, c'était 20 lorsque Donald Trump a été élu pour la première fois en 2017. C'était 20. 2017. May have been, so C'était peut-être le cas. Alors si ça a doublé en moins de 8 ou 9 ans, eh ben, dites donc. holy smokes. C'est énorme. C'est énorme. Ça double en... Oui, Larry, où voyez-vous aller ce conflit en Asie occidentale? Parce que j'ai l'impression que tout s'étend au lieu de se réduire. Rien ne... Parce qu'on avait la guerre en Ukraine. Vous vous souvenez, quand la guerre a commencé, on pensait que ça durerait 6 mois, 1 an. Oui, on pensait que ça irait vite. Oui. Yeah, we thought it would go quick, and it didn't. Well, Et ça ne l'a pas fait. we're now back in Eh bien, nous sommes de nouveau dans une guerre froide, pas dans une guerre ouverte. Et concernant l'Iran, United States. les États-Unis n'ont aucune bonne option. Ils ne sont pas prêts à assumer les coûts économiques et humains qu'ils devraient supporter s'ils tentaient de relancer des opérations offensives contre l'Iran. Alors ils se lancent dans cette tentative économique désespérée pour contraindre et faire chanter l'Iran. Et ça ne marche pas. Parce que Besant part du principe que l'Iran dépend encore fortement du dollar américain et de l'infrastructure financière américaine. The US dollar, the US financial infrastructure. And Iran has been, it's been moving steadily. Et l'Iran s'en est, vous savez, progressivement éloigné pour se tourner vers les Chinois et s'intégrer à une structure économique chinoise. Ils achètent et vendent dans leur propre monnaie ou placent l'argent en renminbi dans les banques chinoises. Avant, vous savez, je crois qu'il y a 1 an, ils dépendaient beaucoup des Émirats arabes unis. Mais l'Iran semble désormais comprendre que les Émirats étaient totalement compromis par le Mossad. Enfin, je pense qu'ils l'ont compris maintenant. Donc ils ne restent pas avec les dollars américains ni avec les banques émiraties. Ils traitent avec les banques chinoises, je pense. They're dealing with Chinese banks, I think. Vous voyez quelque chose d'important se produire en septembre. Nous avons le nouveau sommet en septembre en Inde. Vous parlez du sommet des BRICS? Le sommet des BRICS dont je parle, oui, je ne l'avais pas mentionné. Le sommet des BRICS qui serait important, à mon avis, parce qu'il y a 2 membres qui ne voient aucune fin au conflit. L'un d'eux, c'est la Russie et l'Iran. Ils se voient dans un conflit permanent avec les États-Unis, et ils en ont besoin. Et je suppose que la Chine ressent la même chose. Well, so, what happens in September, you've got Alors vous savez, en septembre, il y a des événements qui se chevauchent. Il y a l'Assemblée générale de l'ONU. Donc je ne sais pas s'ils enverront Lavrov cette année pour y faire le discours ou non. Normalement, ce serait Poutine, mais Poutine ne vient plus aux États-Unis. C'est pareil pour la Chine. Xi Jinping, je ne suis pas certain qu'il y ait participé l'année dernière. Mais s'il n'y va pas, ce sera très probablement Wang Yi, ou alors ils enverront quelqu'un d'un rang similaire. Donc tout ça se déroule en même temps. Et dans ce contexte, il y a le sommet des BRICS à Delhi. Et cela attirera,
Vous savez, Poutine sera à Delhi, Xi Jinping sera à Delhi. Donc ce sera en fait l'événement principal. Cela détournera vraiment une grande partie de l'attention des Nations Unies, je pense. Il semble que Xi Jinping va se rendre aux États-Unis, mais qu'il ne va pas participer. Vous savez, il ne sera pas à l'ONU pour y faire quoi que ce soit. Il va rencontrer Donald Trump, puis il ira en Inde. Vous en êtes sûr? Vous l'avez confirmé sur son itinéraire? Oui, j'ai vu l'information, et il va s'y rendre. Il ne va pas aller à l'ONU pour prononcer son discours. Après avoir rencontré Donald Trump, si je ne me trompe pas, il va rester une journée aux États-Unis. Puis, le lendemain, il quittera les États-Unis pour l'Inde afin de participer aux BRICS. Je ne suis pas sûr qu'il sera aux BRICS, mais je sais qu'il sera une journée aux États-Unis et qu'il n'ira pas à l'ONU. Ça, c'est certain. Mais dans le cas de l'Inde et de la Chine, est-ce que vous voyez les tensions retomber quelque peu entre ces deux pays? Do you see the things are somehow coming down between these two countries? Calming down? Yeah. No, they're not. En baisse? Oui. They're not fighting. La question des frontières, non, ils ne se battent pas en ce moment. Je pense que la Chine reconnaît qu'elle a davantage intérêt à une solution diplomatique qu'à une solution militaire. On sera donc curieux de voir quelle position Modi va adopter, parce qu'il s'est vraiment ridiculisé en Israël. Il a essuyé beaucoup de critiques là-dessus. Il faudra voir ce qui ressort concrètement des réunions des BRICS, parce que Dieu sait qu'ils ont eu le temps de travailler en coulisses, et vous savez, de préparer de nouveaux accords. Jusqu'ici, ils n'ont donné aucune publicité là-dessus. Et je pense que c'est un choix délibéré. That's by deliberate choice. Oui, Larry, le Washington Post a publié un article selon lequel les États-Unis réévaluent leur présence dans le Golfe Persique et envisagent, en gros, de déplacer leurs forces et leurs armes vers l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Israël. La question c'est, en quoi ça serait-il différent de ce qu'ils faisaient auparavant? Est-ce que ça les aiderait? Et si oui, de quelle manière? Eh bien, parce qu'ils s'éloignent des frontières iraniennes, si j'ai bien compris. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas si loin des frontières iraniennes. Ils peuvent frapper l'Arabie Saoudite, la Jordanie ou même Israël quand ils le veulent. Whenever they want Saudi Arabia or Jordan, or even Israel. Well, it creates a problem with the Saudis. Eh bien, cela crée un problème avec les Saoudiens. Je pense que cette nouvelle alliance avec le Pakistan et la Turquie vise à les rendre moins dépendants des États-Unis. Vous savez, ils pourraient tout à fait dire aux États-Unis, « Non, vous ne pouvez pas mener d'opération militaire depuis cette base contre l'Iran. » Il faudra donc attendre de voir jusqu'où ira cette coopération et quel type de mission ils vont tenter de mener. And what kind of missions they're going to try to carry out. Hier soir, nous avons parlé de ce qui s'est passé concernant Israël. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou en a parlé. Il a dit que la présence de la Turquie en Syrie n'était pas acceptable pour Israël, parce qu'ils y voient une menace. C'est Benjamin Netanyahou qui le dit, pas les informations, pas les médias. Partons du principe que la Turquie continue, et à mon avis, elle va continuer ses opérations en Syrie. Que peuvent faire d'autres les Israéliens? Vous voulez dire, qu'est-ce que la Turquie peut faire à Israël, ou qu'est-ce qu'Israël peut faire? Israël fait pour éviter la présence turque en Syrie. Ce qui, à mon avis, est, il l'ignore tout simplement. They just ignore it. They say, oh, that's nice, and they ignore it. They don't respond to Ils it. disent « Oh, c'est They bien don't » react at all. et ils l'ignorent. But- Ils n'y répondent pas. Ils ne réagissent pas du tout. to Mais follow si, en suivant ce protocole, la Russie convoque ensuite le Conseil de sécurité de l'ONU et peut évoquer précisément l'absence de réponse, cela les fera apparaître sous un jour particulièrement défavorable, encore plus qu'ils ne le sont déjà. you know,
particularly bad light, more so than they already are. Yeah. Tom Barack était très préoccupé par ce qui s'est passé. Il a dit « c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe ?» Et je suppose que si quelque chose d'important se produit entre les deux parties, ce sera aux États-Unis d'intervenir. Ce seront les États-Unis qui feront la guerre, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, Israël, quelle est réellement sa capacité si quelque chose se passe en Syrie entre la Turquie et Israël? Well, not very capable. Eh bien, pas très capables. Je veux dire, ils sont déjà à flux tendu. Et c'est ça que je trouve tellement insensé. Ils continuent d'élargir, d'essayer d'élargir, si vous voulez, leur front de combat. Il devient donc de plus en plus grand encore et encore. Mais ils n'ont pas davantage de troupes sur lesquelles s'appuyer. Ils ont un nombre limité de soldats. C'est ça le problème. J'imagine que le seul combat auquel ils pensent, c'est d'utiliser des avions de chasse. Et au sol, il n'y aurait pas de combat s'ils faisaient quelque chose. Et c'est là que se pose la question, ces F-35 que la Turquie veut obtenir des États-Unis. Je pense que c'est pour cette raison qu'Israël insiste pour que les États-Unis ne vendent pas ces avions, ces chasseurs, à la Turquie. Parce qu'ils savent que s'ils veulent se battre, ils utiliseront les avions de chasse et qu'ils auraient alors des chasseurs américains face à eux. Oui, mais vous savez, il faut qu'ils en achètent davantage que ça. Parce que s'ils en achètent 10, ça veut dire que 7 seront en panne la plupart du temps et ne fonctionneront pas. Sur les 10, il n'y en aura que 3 qui marcheront. Vous savez, ils n'ont pas un accès illimité au F-35. Comme je l'ai déjà dit, c'est une vraie dinde. Enfin, c'est approprié. Donnons une dinde à la Turquie. Autrement dit, c'est un avion pourri, pas fiable. Mais vous savez, c'est un peu comme les dirigeants turcs et leur complexe d'infériorité. Oh, nous ne sommes pas aussi bons qu'eux. Par conséquent, ils accepteront des mauvais traitements de la part des États-Unis qu'ils n'accepteraient pas de quelqu'un d'autre. Mais il suffit de voir. Vous savez, le problème avec Trump en ce moment, c'est qu'il part dans tous les sens. Je veux dire, mettre fin à la civilisation, lancer des armes nucléaires, on est en pourparlers, on n'est pas en pourparlers. Vous savez, le détroit d'Ormuz doit être ouvert, sinon ils doivent se débarrasser de leurs armes nucléaires. Et là, vous vous dites quoi? Alors Trump est, disons, en mode campagne, mais il n'aborde toujours pas les sujets de manière réfléchie, raisonnée, attentive et logique. En ce moment, il est amoureux de Kim Jong-un en Corée du Nord. Comment est-ce possible? Je suis surpris. D'où ça vient? Eh bien, Trump a besoin d'être aimé. Et je pense que Kim Jong-un a été assez malin pour comprendre. Il suffit que je lui montre qu'on l'aime. Monsieur le Président, vous voyez, peu importe ce qu'il lui a dit pour le flatter. Parce que c'est un jeune homme et qu'il n'a pas, vous savez, les cheveux gris. Moi, j'ai quelques cheveux gris. Ça vous qualifie pour donner des conseils.